dit en passant. La prise de débat, la députée de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sacré bouille que j'en ai assez de la pandémie. J'en ai ras-le-pompon, j'en ai mon troc, puis j'ai grandi à Fermont, les camions font 400 tonnes. Ça vous donne une idée à quel point j'en ai assez. En février dernier, j'ai posé des questions, comme chacun d'entre nous, au gouvernement, tant au premier ministre qu'à la ministre de l'Approvisionnement, dans lesquels je leur témoignais mon espoir qu'ils réussissent à atteindre leurs objectifs quant à la réception des vaccins, mais que j'avais des craintes, étant donné que le Canada est hautement dépendant des pays étrangers. Cela n'avait rien à voir avec la capacité de la ministre de l'Approvisionnement de négocier. C'est une femme qui a fait honneur à sa réputation d'être organisée, déterminée, bourreau de travail. Les résultats actuels quant à la réception des vaccins tendent à appuyer cette réputation, malgré les retards connus. Aujourd'hui, nous débattons une motion déposée par une femme tout aussi organisée, déterminée et bourreau de travail. Et c'est un peu pourquoi que la motion me surprend. Puis je vais vous expliquer ma surprise en commentant chacun des aspects de la motion. Gardons à l'esprit que la motion demande que le gouvernement veille à ce que chaque Canadien ait accès à un vaccin d'ici la longue fin de semaine de mai, soit la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes au Québec et du Jour de la Reine au Canada. Le premier paragraphe de la motion établit que 2,7 % de la population canadienne est totalement vaccinée. Par contre, le pourcentage des personnes ayant reçu une première dose est de 33,7 % au Québec, ce qui le place au 8e rang mondial, et de 29,9 % pour le Canada, le plaçant au 13e rang mondial. En demandant que le gouvernement veille à ce que tous les Canadiens aient accès à un vaccin, est-ce que le Parti conservateur désire que tous les Canadiens aient accès aux 2 doses, étant donné que le pourcentage de référence est celui des Canadiens complètement vaccinés? Si tel est le cas, cela signifierait que le Parti conservateur demande à ce que près de 74 millions de doses arrivent et soient administrées d'ici le 20 mai. Ce qui signifie de recevoir et d'administrer plus de 3,5 millions de doses par jour. Au Québec seulement, cela représenterait près de 775 000 doses par jour à recevoir et à donner. Le Canada n'étant pas producteur de vaccins, je ne vois pas comment il est humainement possible de le faire. Il faut demeurer réaliste. En faisant mon calcul, je me suis dit que j'avais bien dû me tromper. La motion demande peut-être 1 dose par personne d'ici le 20 mai. Ça implique l'arrivée et l'administration de 26 millions de doses d'ici le 20 mai, 1,2 million de doses reçues et administrées par jour au Canada, ce qui veut dire plus de 271 000 doses reçues et administrées pour le Québec seulement par jour. C'est encore beaucoup. J'ai relu. Je me suis dit, ouais, mais c'est pas 100 % de la population qui va vouloir être vaccinée. Peut-être que le Parti conservateur, ce qu'il veut, c'est atteindre l'immunité collective, qui est à peu près de 80 % de la population qui doit être vaccinée pour arriver à ça. Bon, on recommence à compter. L'immunité collective, 80 % ça veut dire 20 800 000 doses reçues d'ici le 20 mai pour une dose par personne. Plus de 990 000 doses reçues et administrées par jour. Plus de 217 000 doses reçues et administrées par jour au Québec seulement. Bon, une fois mes calculs faits, j'ai comme réalisé que c'est peut-être pas 80 % de la population qui va vouloir être vaccinée. Parce que dans le fond, on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. C'est ceux qui veulent se faire vacciner qui vont se faire vacciner. Comment on calcule le désir d'être vacciné? Comment on calcule le nombre de personnes nécessaires? Là, c'est impossible de calculer combien de doses qu'on a de besoin. En somme, combien de vaccins le Parti conservateur exige-t-il au gouvernement de recevoir et impose-t-il au Québec et aux provinces canadiennes d'administrer quotidiennement? Concernant le deuxième point de la motion, en effet, le gouvernement canadien n'a pas assuré un approvisionnement suffisant et constant en janvier et février. Nous nous sommes tous levés à cet effet.
Ceci dit, je tournerai la caméra vers le fait que le Canada, par ses politiques et décisions du passé, des politiques et des décisions prises tant par le Parti libéral que le Parti conservateur, a fait en sorte que les compagnies pharmaceutiques ont déménagé leur pénal ailleurs, nous rendant fortement dépendants, mais également non seulement sur ce qui survient dans ces pays-là, mais aussi ce qui peut arriver entre ces pays et nous autres pendant le voyage. Nous sommes dépendants. C'est là-dessus que nous devons travailler et trouver des solutions tant législatives que sur le terrain. Par exemple, actuellement, les doses d'AstraZeneca provenant de l'Inde sont gardées en Inde. Pourquoi? Parce qu'ils ont 200 000 morts par jour. L'Inde veut protéger sa propre population. Est-ce que la motion demande, entre les lignes, que le Canada exige aux pays fournisseurs de lui fournir les vaccins, malgré leur situation interne, mettant à risque la vie de leur propre population puis de leur économie pour sauver la nôtre? Connaissant la générosité puis le cœur de ma collègue de Calgary-Nose Hill, je sais que ce n'est pas le cas. Néanmoins, ça revient à la même chose. Nous sommes dépendants de ce qui peut arriver ailleurs. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Nous avons les spécialistes, les connaissances, les travailleurs pour ne pas être dépendants. C'est là-dessus que nous devons nous concentrer et nous assurer que jamais plus nous serons dépendants comme ça. Le troisième point de la motion établit que le gouvernement a prolongé de 4 mois le délai recommandé avant la deuxième dose de vaccin, ce qui allait à l'encontre des recommandations des fabricants de vaccins. Je me souviens, en janvier, le gouvernement libéral déclarait en point de presse que le Québec était irresponsable d'appliquer la stratégie de vacciner une première fois un maximum de personnes, puis de faire la deuxième phase de vaccination 3-4 mois plus tard. Bien, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Or, cette stratégie qui a été adoptée par le Québec est maintenant adoptée par le Canada. Elle a aussi été adoptée avec succès par le Royaume-Uni. Les autorités de la France et de la Belgique ont annoncé des mesures allant dans le même sens. Puis d'autres pays de l'Union européenne pensent à suivre cette mesure-là. Le but est de faire en sorte qu'un maximum de la population ait une immunité. On parle quand même d'une efficacité immunitaire de la première dose de 75 %. Ça va ralentir la propagation. Les restrictions qu'on vit sont agréables pour personne. Je l'ai dit au début de mon discours, j'ai hâte de retrouver une normalité. Une grand-mère m'a écrit pour me dire qu'elle n'avait pas serré ses petits-enfants dans ses bras depuis 1 an et elle était en colère, puis je la comprends. Une amie a fermé son salon de coiffure pour réorienter sa carrière. Elle y réfléchissait, mais les fermetures de services non essentiels à répétition ont précipité sa décision. Ma propre mère n'a pas vu ses petits-enfants depuis plusieurs mois. Ceci dit, que serait-il arrivé si aucune mesure n'avait été appliquée? On l'a vu ailleurs dans le monde, quand les mesures n'étaient pas appliquées, ce qui arrivait. Tournons plutôt la caméra vers le refus de bouger rapidement, et en ce qui concerne notamment la fermeture des frontières. J'aimerais revenir sur le premier point, le nombre de vaccins nécessaires. La demande d'aujourd'hui ne tient aucunement compte des capacités d'administration du Québec et des provinces canadiennes. On parle ici entre un nombre inconnu de vaccins jusqu'à 775 000 doses par jour. Le Québec et les provinces, ça c'est juste au Québec. Le Québec et les provinces canadiennes ont-ils les infrastructures et le personnel nécessaires pour le faire? Le personnel du domaine de la santé est à bout de souffle et là, on leur demanderait de travailler 24 heures sur 24 puis de trouver du nouveau monde. L'imprécision de la motion sur le nombre de doses exigées, ainsi que le fait qu'elle ne tienne pas compte des capacités d'administration du vaccin, tant au Québec que dans les provinces canadiennes, font en sorte que je ne peux pas appuyer la motion, malgré tout le respect que j'ai pour ma collègue de Calgary-Nose Hill. Tournons notre attention vers des moyens de s'assurer que le Canada ne soit jamais plus dépendant des autres pour se sortir des catastrophes et des crises. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a des choses à améliorer encore maintenant. Mais tournons-nous vers le futur, puis faisons en sorte que les erreurs ne se répètent pas, puis qu'on puisse avancer, repartir notre économie, serrer les gens qu'on aime dans nos bras, prendre une bière sur une terrasse entre amis, puis ça, c'est la vaccination qui le permet, mais en exigeant un nombre exagéré, vu les capacités du Québec et des provinces canadiennes à administrer les doses,
Ça n'aide pas, là. Le débat n'aide pas. Vaccinons rapidement, une première fois. Soyons précis, soyons justes, soyons équitables. Merci. Question et commentaire. La députée de Charlebourg-Saint-Charles. Merci, M. le Président. Merci à ma collègue pour son discours. Je voudrais savoir de sa part, nous siégeons sur le même comité des opérations gouvernementales, puis depuis le début, on a eu beaucoup de questions au comité justement sur les contrats, tout ce qui concerne l'approvisionnement. On a rencontré la ministre à quelques reprises. Est-ce qu'elle est d'accord avec moi que si le gouvernement canadien n'avait pas perdu son temps avec la Chine au mois de mai 2020, s'il avait négocié d'avance, rendu le 15 mai 2021, tous les Canadiens auraient un vaccin? Et la capacité, à ce moment-là, la capacité des provinces aurait été suffisante pour administrer selon un rythme normal? La députée de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. La stratégie, bon, on peut parler de toutes les stratégies. La première stratégie a été de mettre tous les œufs dans le même panier, de fournir des chercheurs, des connaissances, d'avoir une espèce de lien de partenariat. Puis, le partenaire s'est avéré non fiable et nous a abandonnés, ce qui a tourné le Canada vers une stratégie où on essaie d'avoir le plus de partenaires possible pour s'assurer qu'en bout de ligne, si jamais il arrive quelque chose, on ne manque pas de vaccins. Oui. And comments. The honourable member for Kingston and the Island. Le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier ma collègue du Bloc de son discours. Je la remercie également de sa passion. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant de voir un député en cette Chambre analyser l'effet d'une motion. Elle s'est penchée sur les statistiques claires. Cette motion est tout simplement partisane. Le but, c'est d'avoir des gains partisans. L'opposition a l'occasion quotidiennement de déposer des motions. L'opposition aurait pu choisir de déposer une motion pour savoir comment on pourrait contrecarrer l'hésitance face au vaccin, une stratégie potentielle en la matière. Pourquoi pense-t-elle que les conservateurs ont décidé de déposer plutôt cette motion qui ne sert à rien, sauf peut-être à avoir des gains politiques? Pourquoi ne pas avoir eu quelque chose sur la stratégie de distribution de vaccins? Je remercie mon collègue pour sa question. Vous savez, faire de la politique autrement, c'est être capable de mettre de côté la partisanerie pour se concentrer sur les besoins de la population, peu importe que cette population-là ait voté pour nous ou pas. Aujourd'hui, pourquoi cette motion est mise de l'avant? Les conservateurs seraient en mesure de répondre. Est-ce qu'ils veulent faire des clips pour caler toutes les parties sauf le leur? Je ne le sais pas. J'ose espérer qu'il y avait, connaissant la députée de Calgary-Nose Hill, tout un fond de cœur et de générosité et non pas de la partisanerie. Questions and comments. The honourable member. Questions et commentaires. Le député d'Edmonton-Strathcona. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'aimerais remercier ma collègue de son discours qui a été très bien rédigé. J'espère qu'à l'avenir, on pourra partager un verre sur une terrasse et qu'on pourra parler de ces enjeux de visu. Je voulais revenir à la production des vaccins et à notre capacité de production au pays. Elle en a parlé, d'autres collègues en ont parlé. Ce n'est pas seulement un enjeu libéral, c'est un enjeu qui existe depuis longtemps avec des conservateurs et des libéraux. On sait qu'on va sûrement avoir d'autres pandémies. Donc, que proposerait notre collègue pour améliorer notre capacité de production nationale afin qu'on ne se retrouve pas avec la même situation si on a une autre pandémie? Limoilou. Les failles au niveau de la production des vaccins ne sont pas les seules failles que nous vivons au niveau pharmaceutique. Je ne suis pas une grande fan des pharmaceutiques. Sauf qu'avant qu'un vaccin ou un médicament soit mis sur le marché, il y a souvent 10, 15, 20 ans de recherche dans tous les domaines. On doit mettre
un système de recherche, de développement qui est horizontal et non pas vertical par silo. Cette compagnie-là fait tout, c'est impossible, c'est pas rentable. Puis on doit regarder les réformes. Est-ce qu'elles sont vraiment à notre avantage ou on va se ramasser encore dépendant? Il faut voir ça. Resuming